המבחן צריך להיות מבחן של מה יביא יותר קולות לאלה שיכולים להחליף את נתניהו. אני מתכוון לנצח את הבחירות הללו ולהרכיב את הממשלה הבאה, זה כל הסיפור. יש לי חשש כבד מאוד שהציבור יימנע מללכת לבחירות, פשוט מתוך כך שהוא כבר לא מאמין. Bonjour à tous, bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour commencer votre journée. On est ensemble pour 2 heures d'informations, de débats et de découvertes. Voici le programme de ce morning. C'est aujourd'hui que la Knesset va voter définitivement sa dissolution, moins de 2 ans après les précédentes élections. Y a-t-il un candidat sérieux capable de remplacer Netanyahou? C'est la question que nous nous poserons. Nous rejoindrons également notre envoyé spécial au Parlement israélien. La France, à nouveau sous le choc de l'antisémitisme après l'agression de Créteil. Elisabeth Lévy signe une tribune incendiaire dans Le Figaro sur la prise de conscience du phénomène. Elle sera tout à l'heure notre invitée. Et enfin, vous découvrirez le magazine Madi du Hezbollah qui propose aux enfants des jeux et des récits à la gloire des martyrs. Voilà donc pour le sommaire de l'émission. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Cyril Lemar. Bonjour. Bonjour Julien. Emmanuel Navon, bonjour, professeur à l'Université de Tel Aviv en relations internationales. Et Simon Epstein, bonjour, historien et politologue. Merci à vous trois d'être ici. On va prendre tout de suite la direction de la Knesset où nous attend donc notre envoyé spécial Daniel Haïk. Bonjour, merci d'être avec nous. Que va-t-il se passer aujourd'hui au Parlement israélien ? Bien, Julien, on peut dire que c'est une journée déterminante pour le Parlement israélien. 671 jours après sa formation, la 19e Knesset devrait donc s'auto-dissoudre. Les députés ont une journée chargée. D'abord, ils devront, régler les affaires courantes et voter en seconde et troisième lecture plusieurs projets de loi qui sont en attente depuis plusieurs semaines. Et puis ensuite, donc, devrait intervenir le vote sur la dissolution de la Knesset. Il est probable que cette dissolution soit obtenue quasiment à l'unanimité des députés du Parlement israélien et ainsi prendra fin donc cette 19e Knesset. Mais on peut dire que aussi l'événement ne sera pas à l'intérieur, seulement à l'intérieur de l'hémicycle, mais aussi à l'extérieur, dans les couloirs où l'on va discuter ferme, discuter d'alliance, discuter de blocs, de formation de blocs. Tzipi Livni et Yitzhak Herzog, les responsables du bloc de centre-gauche qui est en train de se former, sont de retour des États-Unis où ils ont participé au Forum Seban à Washington. On parle aujourd'hui d'un front, donc Tzipi Livni et Yitzhak Herzog, mais on parle aussi d'une alliance possible entre Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, et Tzipi Livni elle-même. Donc plusieurs formations. On parle aussi d'une formation d'un bloc entre Yesh Atid et le parti de Moshe Kahlon qui n'a pas encore de nom. Donc on voit il y a une vive effervescence en particulier sur le centre-gauche de l'échiquier politique israélien. Et puis il y a aussi, on peut le dire aussi, une certaine effervescence au sein du Likoud où l'on attend la décision de Gideon Sa'ar. On parle de Gideon Sa'ar comme un possible potentiel rival de Binyamin Netanyahou pour les élections à la présidence du Likoud. Cela suscite beaucoup de tensions à l'intérieur du parti. Donc on le voit, beaucoup d'effervescence et peut-être aussi un peu d'émotion à la fin de cette 19e Knesset cet après-midi ici à Jérusalem. Alors on reviendra tout à l'heure en détail sur les jeux entre les formations pour tenter de mener une coalition contre Netanyahou. Le Premier ministre, de son côté, il y avait des rumeurs selon lesquelles il tenterait d'éviter ces élections à tout prix, de créer une coalition, un gouvernement avec les orthodoxes. Est-ce que ces rumeurs, d'une part, sont fondées? Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Bien, on peut dire qu'elles étaient fondées. Binyamin Netanyahou, il faut le préciser, est un homme de sondage, un homme qui, le vendredi, consulte les sondages dans les quotidiens israéliens. Il y en avait beaucoup vendredi dernier dans les quotidiens israéliens. Il a
pu constater que sa situation n'était pas particulièrement favorable. Et il est possible qu'il ait voulu entamer une démarche de la dernière chance en essayant de solliciter par exemple Avigdor Lieberman et son parti Israël Beiteinu pour former une coalition gouvernementale alternative. On sait qu'ils se sont rencontrés samedi soir lorsqu'il est venu présenter ses condoléances à Avigdor Lieberman qui a perdu sa mère dans la localité de Nokdim en Judée. Ils se sont parlé, mais apparemment c'est Avigdor Lieberman qui a donc sonné le glas de cette initiative en affirmant que finalement cela ne ferait que retarder l'issue de cette 19e Knesset, que dans la circonstance, dans la constellation actuelle, il n'était pas possible de continuer à gouverner ainsi. Et donc Avigdor Lieberman a décidé de sa propre initiative avec donc de ne pas poursuivre, de ne pas donner suite à ces rumeurs. Et donc il ne devrait pas y avoir, bien entendu en politique en Israël, tout est possible, mais il ne devrait pas y avoir de drame de dernière minute visant à former une coalition gouvernementale alternative. Daniel, une dernière question. Il y aurait eu apparemment des raids israéliens en Syrie. L'information évidemment a fait grand bruit en Israël. Et au sein de l'opposition, certains accusent Netanyahou d'avoir effectué ce raid pour des raisons électorales, à savoir ramener le débat sécuritaire au premier plan qui serait favorable au Likoud. Je répondrai à votre question en plusieurs temps. D'abord, premièrement, il faut rappeler qu'Israël ne reconnaît pas être impliqué dans ces raids aériens. Deuxièmement, il faut avouer effectivement que Binyamin Netanyahou a bel et bien l'intention de placer le dossier sécuritaire en tête des priorités durant cette campagne électorale. C'est son terrain de prédilection. Il est probable que l'on entende parler au cours des prochaines semaines et des prochains mois de la menace iranienne, de la situation politique et géopolitique dans la région. Mais de là à dire que c'est Binyamin Netanyahou qui a donné l'ordre de bombarder donc ces sites en Syrie à proximité de l'aéroport de Damas à des fins électoraux comme l'ont prétendu certains députés, eh bien c'est ne pas connaître la situation politique et sécuritaire en Israël. L'armée israélienne n'est pas au service de la politique israélienne. Il faut pour organiser un tel raid aérien, il faut des semaines et des mois de préparation de services de renseignement, et il est impossible d'imaginer que Binyamin Netanyahou ait voulu se servir de l'armée israélienne, de l'armée de l'air israélienne à des fins électoraux. Merci beaucoup Daniel Haïk pour ces explications directes du Parlement israélien. Emmanuel Lavon, ça vous semble crédible cette hypothèse d'un raid à des fins électorales ? Écoutez, je pense que c'est toujours cynique de faire ce genre d'affirmation. Ce n'est pas la première fois. C'était à l'époque également, si vous vous en souvenez, au moment où Israël avait bombardé la centrale de Osirak en 1981. C'était également à la veille des élections israéliennes. Je pense que c'est quand même pousser le cynisme un peu loin de dire que ces raids qui ont des conséquences internationales, des conséquences militaires, sont motivés par des considérations électorales. Simon, vous, qu'en pensez-vous de cette probabilité de raid à des fins électorales, en sachant qu'à chaque fois qu'un gouvernement israélien s'est lancé dans un raid avant des élections, ça ne lui a jamais vraiment réussi. On se souvient d'ailleurs de l'opération Pilier de défense juste avant les élections de 2013 que certains ont accusé Netanyahou d'utiliser pour remonter dans les sondages. Ça ne lui a pas franchement réussi non plus. Écoutez, Netanyahou a un comportement particulièrement étrange dans cette dernière année. Il pensait supprimer la présidence parce que Rivlin était candidat et qu'il n'aimait pas Rivlin, ou que quelqu'un d'autre dans sa maison n'aimait pas Rivlin. Il procède maintenant à une dissolution du Parlement qui est absolument anticipée et étrange sous bien des aspects. Mais sur cette question, je ne pense pas que la décision ait été une décision liée à la politique. Je crois que la décision était vraiment sécuritaire. Bien, on reviendra plus en détail, je pense, dans le reste de l'émission sur ces raids en Syrie. Cyril, on commence avec vous et justement avec la revue de presse justement sur ces raids supposés israéliens en Syrie. Vous allez voir avec ces titres, frappe sur Damas, raid sur Damas, attaque en plein jour. Les journaux israéliens, Julien, doivent relever ce matin un défi de taille, commenter une attaque pour laquelle Israël observe la loi du silence, un silence assourdissant, disent les journaux. Alors pour contourner cet écueil, les quotidiens jouent au faux naïf en citant des sources étrangères, libanaises ou syriennes. Pour autant, Julien, les experts militaires paraissent bien informés ce matin, tel Alex Fishman qui affirme ce matin que ce sont des stocks de missiles longue portée de confection russe qui auraient été pris pour cible par l'aviation israélienne. Si Israël a attaqué, écrit Fishman, c'est que le régime d'Assad a franchi une ligne rouge. Moshe Yaalon, le ministre de la Défense israélien, les avait énumérés publiquement: non-respect de la souveraineté israélienne, transfert d'armes chimiques vers le Liban ou encore transfert d'armes sophistiquées aux organisations terroristes. Eh bien, le raid mené hier devrait s'inscrire sans doute dans cette
dernière catégorie. Une attaque en plein jour menée contre l'aéroport de Damas, sans doute l'endroit le plus sécurisé de Syrie, écrit Fishman. C'est un peu le Stalingrad du régime d'Assad, le dernier bastion, et c'est pour cela précisément qu'il abrite certainement les stocks d'armes du Hezbollah. Alors, pour le quotidien israélien anglaise, le Jérusalem Post, ce raid s'inscrit dans la guerre secrète que mène Israël contre le Hezbollah, et le régime d'Assad demeure le principal dépôt d'armes du mouvement chiite libanais. Infographie à l'appui, vous le voyez, le Haaretz recense ce matin les attaques menées par Israël en territoire syrien depuis le début de la guerre civile en 2011. Les petits points rouges qu'on va peut-être voir apparaître à l'écran dans quelques secondes. Arriver à l'écran. Voilà, bon, ça sera pour tout à l'heure. Mais comme les fois précédentes, écrit le Haaretz, c'est bien Assad devrait faire preuve de retenue, car la guerre, les petits points rouges. Donc chaque point rouge est un raid supposé israélien en Syrie au cours des selon dernières des années. sources étrangères, avec toutes les précautions que prend le Haaretz ce matin. Donc voilà pour le Haaretz. Le Haaretz qui estime donc ce matin que Bachar al-Assad devrait faire preuve de retenue, car la guerre que mènent les États-Unis contre l'organisation de l'État islamique devrait l'encourager à ne pas riposter. Simon, une question sur ce point de la censure militaire auquel faisait référence Cyril il y a un instant. C'est tout de même très problématique aujourd'hui en 2014, lorsqu'on sait que les journalistes peuvent s'informer de manière très simple via les réseaux sociaux, via également les correspondants étrangers. Est-ce que la censure militaire a toujours une raison d'être en Israël ? Oui, elle doit... Est-ce qu'elle existe ? Quand on voit que tous les journaux finalement en parlent d'une manière ou d'une autre. Bon, il y a deux sortes de censure. Vous savez qu'il y a une censure acceptée par les journaux pour des raisons qui sont des raisons tout à fait logiques. Et nous ne vivons pas dans un environnement qui est un environnement pacifique, et donc tout le monde comprend qu'une certaine censure doit être appliquée. Bien entendu, elle doit s'adapter aux méthodes, et elle doit s'adapter aux nouveaux modes d'expression, bien entendu. Donc il y a des choses qui sont un peu anachroniques, il y a des choses qui sont un peu archaïques. Mais globalement, l'idée qu'il faut une censure, une maîtrise de ce qu'on dit est tout à fait logique. Bien, Emmanuel, une question à présent sur le comportement d'Israël en Syrie, qui n'est pas toujours très clair. Dans un premier temps, on avait l'impression qu'Israël était plutôt pour le renversement de Bachar el-Assad. Et d'ailleurs, vous allez y revenir tout de suite après, Cyril. Maintenant, la Syrie accuse Israël de prendre parti pour les terroristes, c'est-à-dire pour la rébellion. Quelle est la position d'Israël ? On verra tout de suite la position de Damas avec vous, Cyril, mais quelle est la position d'Israël là-dessus ? D'abord, ça a toujours été la ligne de propagande de Bachar Assad, de dire que lui, il lutte contre les intégristes, contre les terroristes, et donc il faut le protéger. Ça a toujours été sa ligne de propagande vis-à-vis du monde, vis-à-vis des Et là, États-Unis. lorsqu'Israël attaque la Syrie... Et bien entendu, et là, alors maintenant, on sait très bien qu'aujourd'hui, Bachar al-Assad est l'allié principal de l'Iran, que c'est l'Iran qui le tient au pouvoir, et qu'il y a une présence iranienne qui n'est pas nouvelle, bien entendu, en Syrie et au Liban. Et il semble que là, cette présence iranienne militaire est atteint un nouveau stade, d'où la supposée intervention aérienne israélienne. On rappelle qu'à chaque fois qu'Israël est intervenu, c'était pour empêcher des livraisons d'armes en général pour le Hezbollah. Et également, je vous rappelle également en 2008, lorsque Israël avait bombardé une centrale nucléaire qui était bien entendu, qui avait été construite là-bas avec la technologie nord-coréenne et avec le soutien bien entendu de l'Iran. Et ça c'était bien avant le début de la guerre civile en Syrie. Alors Cyril, justement, on disait Damas du coup accuse Israël de prendre fait ses parts pour les terroristes, comme il dit selon les termes de Damas. Les terroristes, à savoir les opposants au régime de Bachar al-Assad. Après les succès militaires du régime, écrit le quotidien pro-gouvernemental Al-Watan, la patrie en français dans le texte, les agressions israéliennes constituent une victoire pour les terroristes. Voilà ce qu'écrit ce matin donc le journal Al-Watan. D'ailleurs, le journal poursuit et affirme que ces raids confirment le soutien direct apporté par Israël aux terroristes. Alors du côté libanais, on estime que en bombardant les armes de la résistance, Israël s'est livré à une provocation. Voilà le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien libanais Al-Akhbar, qu'on sait très proche des thèses syriennes et donc très proche du mouvement chiite libanais, et du propre aveu du journal libanais, ces armes visées par les avions de chasse israéliens étaient des armes capables de modifier l'équilibre des forces entre Israël et le Hezbollah. En Israël, à présent, forcément, ce qui domine l'actualité, ce sont aussi les élections
Oui, et surtout l'autodissolution de la Knesset, le Parlement israélien. Sauf coup de théâtre, écrit ce matin le quotidien gratuit proche du pouvoir Israël Hayom, eh bien la Knesset devrait voter aujourd'hui en seconde et en troisième lecture sa propre dissolution. Un vote qui devrait mettre fin donc aux rumeurs de formation d'une coalition alternative par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Alors je ne sais pas si vous aimez jouer au jeu des différences, Julien, vous allez voir sur cette photo du Yediot Aharonot, on voit un conseil des ministres, voilà le conseil des ministres de la semaine dernière, et puis le conseil des ministres d'hier, en format, en modèle réduit, qui s'est tenu hier donc à Jérusalem, après le limogeage et la démission des ministres centristes du parti Yesh Atid et du parti Atnoa. Si vous aimez le jeu des différences, vous pouvez aussi regarder la Knesset aujourd'hui et la Knesset il y a 2 semaines, ou que ce soit l'opposition, ou que ce soit la majorité après la démission des différents partis. On referme cette revue de presse avec l'éphéméride du jour, avec un événement qui s'est produit il y a 34 ans. Exactement, c'était jour pour jour, le 8 décembre 1980. C'était à l'entrée du Dakota Building à New York. John Lennon revenait d'une session d'enregistrement en Record Plant Studio avec son épouse Yoko Ono, et il se trouvait donc à l'entrée de l'immeuble où il résidait lorsque Mark David Chapman a vidé sur lui le barillet de son revolver. Et à son arrivée à l'hôpital, le chanteur britannique, l'icône des Beatles, est déclaré mort. En l'espace de quelques mois, son dernier album, Double Fantasy, s'écoule à 7 millions d'exemplaires. Merci beaucoup Cyril Amar pour cette revue de presse. On va revenir au sujet des élections anticipées en Israël, sauf donc surprise de dernière minute. La Knesset devrait être officiellement dissoute et ainsi la campagne officiellement lancée à gauche. On tente de s'organiser pour faire face à Netanyahou. Les explications. Benyamin Netanyahou aurait-il tenté de faire machine arrière? Selon la presse israélienne, le Premier ministre aurait proposé au parti ultra-orthodoxe et à celui du ministre Avigdor Lieberman de former in extremis une coalition alternative. Mais sauf coup de théâtre, le Parlement devrait voter sa propre dissolution lundi, mettant ainsi fin à toute spéculation. Dans le même temps, rebondissement au Likoud. L'ex-ministre démissionnaire Gideon Sa'ar pourrait défier Netanyahou lors des primaires du parti. Netanyahou également menacé à sa gauche. Tzipi Livni a confirmé que son parti Atnoa devait conclure une alliance avec le parti travailliste d'Yitzhak Herzog. L'ancienne ministre de la Justice déclare vouloir mener un futur front commun. La question est comment apporter le plus de voix à ceux qui peuvent remplacer Netanyahou. De son côté, le chef du parti travailliste se voit lui aussi prochainement à la tête de l'État. Yitzhak Herzog tente de former un bloc centriste. Il a déjà courtisé Tzipi Livni, mais également d'autres partis comme celui de Shaul Mofaz Kadima. J'ai l'intention de remporter ces élections et de former le prochain gouvernement. Herzog aurait offert à Livni la seconde place sur sa liste. Tzipi Livni décidément courtisé de toutes parts. Selon les médias israéliens, la chef du parti Atnoa étudie une offre de Yair Lapid, président de Yesh Atid, qui lui aurait proposé 4 places sur la liste de son parti. Alors, vous l'avez compris, à gauche et au centre, on essaie de s'organiser pour faire face à Netanyahou. Mais tout de même, je voudrais vous faire réagir sur un sondage. Il y a 65% des Israéliens qui se disent favorables au départ de Netanyahou, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus Netanyahou Premier ministre. Mais quand on leur demande qui convient au poste de Premier ministre, seul Netanyahou sort du lot. Ça veut dire que malgré toutes les tentatives de la gauche et du centre pour s'organiser, Emmanuel, personne ne s'impose. Vous savez, nous ne sommes pas un système présidentiel. Il n'y a pas d'élection directe pour le poste du chef de l'exécutif. Nous sommes un système parlementaire avec la proportionnelle intégrale. Et donc, au bout du compte, celui qui forme le gouvernement, c'est celui qui a le plus de chances, comme on sait, de former une coalition. Donc, ce n'est pas qu'il y a là une élection directe. Comme il y a eu dans le passé, je vous le rappelle, il y avait une réforme électorale qui avait échoué, qui avait élu le Premier ministre au suffrage universel pour la première fois en 1996 et la deuxième fois en 1999. Mais à part cela, le Premier ministre est issu d'une coalition. Et la question qui se pose après, comment est-ce que ces coalitions se forment? Alors c'est vrai que Netanyahou en lui-même n'est pas populaire aujourd'hui. Et puis il a quand même été au pouvoir, si on prend en plus sa première cadence en 1996, dans un total de 9 ans. Ça commence à faire beaucoup. C'est énorme en Israël. Pour Israël, dans les standards israéliens, surtout ces 20 dernières années, c'est vrai que c'est beaucoup. En soi, il n'est pas populaire. Mais la question se pose 2 choses. D'abord, quelles sont les alternatives en termes de leadership? Et les Israéliens, même s'ils n'aiment pas beaucoup Netanyahou, ne voient pas non plus un véritable leader qui serait capable de le remplacer, premièrement. Et deuxièmement, y a-t-il un autre parti, un autre chef de parti qui serait capable de former une coalition
il y a un gros point d'interrogation sur cette question. Simon, est-ce que ça veut dire que si on considère ces sondages, à savoir que Netanyahou est le seul, même s'il n'y a que 36% d'opinion favorable, il me semble, et que les autres sont à peine à 10%, est-ce que ça veut dire que Netanyahou est assuré d'être réélu? Non, pas du tout, mais si vous voulez, je voudrais reprendre le problème politique global en Israël. Pendant 30 ans, nous avions la proportionnelle, mais quand même un parti dominant. Ensuite, pendant encore 20-25 ans, nous avions deux grands partis qui s'affrontaient l'un l'autre et les gens votaient pour la droite ou pour la gauche en fonction de leurs préférences. Nous sommes maintenant avec un système qui est totalement parcellisé, à savoir les grands partis ont 20 députés, sont en fait des partis de taille moyenne, si vous voulez, et de taille inférieure. Et donc, de taille de troisième parti, finalement. De taille de troisième parti. Oui, c'est absolument. Et il y a toujours une espèce de centre qui est en effervescence permanente et qui, à chaque campagne électorale, fait naître un nouvel espoir et un nouveau parti qui dure le temps d'une ou de deux parlements. Le résultat, c'est premièrement une instabilité chronique dans notre vie politique, et deuxièmement, la difficulté de savoir qui sera le prochain leader, puisque le leader doit être le chef en fait d'une coalition. Et comment se fait cette coalition? Elle peut se faire à l'avance. Et elle peut se faire aussi après les élections. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la personnalité de Benjamin Netanyahou et sur ses chances d'être élu, et notamment au sein de son parti, parce qu'on parle beaucoup de la scène nationale avec la gauche et le centre qui tentent de lui faire face, mais on ne parle pas beaucoup de son propre parti, où là aussi il y a des remous. Il y a sur la branche droite Tzipi Hotobelli, par exemple, qui appelle à l'annexion. Il y a Gideon Sa'ar qui hésite à revenir en politique. On a du mal à comprendre, d'une part, la ligne du Likoud, à savoir est-ce que c'est deux États pour deux peuples, comme le dit Benjamin Netanyahou, est-ce que c'est l'annexion de la Cisjordanie, comme le dit Tzipi Hotobelli, et d'autre part, est-ce qu'au sein même du Likoud, il pourrait être poussé vers la sortie? La réponse est oui. Aujourd'hui, il y a une certaine fatigue vis-à-vis de Netanyahou, dans la mesure où, contrairement à d'autres leaders du Likoud, on pense bien entendu à Menachem Begin, qui avait un tout autre rapport avec ses électeurs et avec son parti. Benjamin Netanyahou a une relation qui est beaucoup plus méprisante vis-à-vis de son propre parti. Il y a une fatigue de Netanyahou au sein du Likoud, c'est très clair. Gideon Sa'ar n'a jamais quitté la politique, que vous sachiez. Il a juste pris une pause, mais il est toujours actif en politique. C'est une stratégie de sa part. Ça rappellera président français de l'autre côté de la mer. Voilà, et donc il hésite encore, on saura d'ici demain ou après-demain s'il va se présenter contre Netanyahou, mais il est clair que s'il décide de se présenter, ses chances de gagner sont très élevées. Les conséquences seront lesquelles, concrètement? Qu'il deviendra chef du Likoud. C'est la conséquence concrète, c'est que s'il se fait élire, alors il sera chef du Likoud et c'est lui qui sera candidat pour le Likoud au poste de Premier ministre. Et c'est crédible? C'est crédible. C'est crédible dans la mesure où, encore une fois, s'il se présente, ses chances d'être élu sont élevées. Il y a une véritable fatigue de Netanyahou au sein du Likoud. Ce n'est plus le jeune Netanyahou des années 90 qui soulevait l'enthousiasme, qui savait bien parler, qui était jeune et beau gosse. Aujourd'hui, il a quand même 65 ans. Il a été au pouvoir depuis près de 9 ans. Et il y a une fatigue de Netanyahou au sein du Likoud, c'est très clair aujourd'hui. Il a tout de même un jeune fils qui vient d'entrer à l'armée malgré ses 65 ans. Je vous propose justement d'écouter Benjamin Netanyahou. Vous savez, ce week-end a eu lieu le forum Saban à Washington. Tous les politiques israéliens s'y rendent. C'est un rendez-vous important, notamment avant des élections. Netanyahou devait intervenir en direct au forum via visioconférence. Finalement, il a envoyé un message enregistré. Et regardez, c'est le thème sécuritaire qu'il a choisi d'aborder. On l'écoute. Rien ne menace plus notre sécurité commune que la tentative de l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. La date butoir du 24 novembre pour obtenir un accord est dépassée, et tant mieux, car aucun accord n'a été signé. Un tel accord aurait mené l'Iran au seuil de l'armement nucléaire. Bien qu'Israël ne fasse pas partie du groupe des 5+1, notre voix et nos inquiétudes ont joué un rôle clé dans la prévention d'un mauvais accord. Nous devons mettre à bien le temps qu'il nous reste pour augmenter la pression sur l'Iran afin qu'il démantèle ses capacités d'armement nucléaire. Simon, on sait qu'en général, les sujets sécuritaires profitent plutôt à la droite, les sujets sociétaux profitent plutôt à la gauche. Jusqu'à présent, on ne parlait pas trop de la sécurité, on parlait en fait que de Netanyahou, pour être franc. Est-ce que Netanyahou va réussir à réimposer le sujet sécuritaire dans la campagne? Il va essayer de le faire, mais il va aussi jouer sur un autre argument qui a une base de justification objective. Il va dire c'est très difficile de diriger un gouvernement quand votre propre parti est minoritaire dans la coalition. Et donc ça va être un des arguments que le Likoud va employer pour dire si vous voulez que le Likoud dirige, il faut au moins qu'il soit gros dans la coalition. Ça
Ça, c'est un aspect objectif. Mais je voudrais insister sur plusieurs aspects subjectifs et assez inquiétants chez Netanyahou, tel qu'il s'est révélé dans les dernières années. Un certain nombre de décisions sont prises sur une base de caprice absolument aberrant. Et je vais donner 2 exemples. Quand Rivlin risquait d'être élu président de l'État, on a tout de suite lancé l'idée qu'il ne faut pas de président en l'État. Donc une réforme constitutionnelle absolument gigantesque. C'est un vieux projet en Israël de Non, c'est un projet aberrant. Bon, deuxièmement, l'histoire de la loi sur le caractère juif de l'État. C'est lancé comme ça, sans vérifier les conséquences que ça peut avoir sur des communautés, entre autres la communauté druze, qui est une communauté absolument fidèle à l'État d'Israël, sans analyser l'effet que ça peut avoir sur les laïcs face aux religieux, etc. C'est lancé d'une manière absurde, c'est lancé d'une manière médiatique. Et donc, il y a chez Netanyahou des éléments qui sont des éléments inquiétants. Est-ce que ça provient de l'usure du pouvoir? C'est vrai qu'il y a un phénomène d'usure du pouvoir. Est-ce que ça provient d'une droitisation du Likoud? C'est possible aussi. Il y a un aspect inquiétant. Emmanuel, vous voulez réagir? Vous savez, l'ancien président du Conseil, Giulio Andreotti, disait que le pouvoir n'use que ceux qui ne l'ont pas. Alors c'est vrai j'ai moi-même fortement critiqué Netanyahou sur sa volonté d'abandonner la présidence pour des raisons politiciennes. J'étais extrêmement critique à son égard là-dessus, donc j'abonde avec Simon sur ce point. Mais si on parle de décisions irresponsables, il faut bien reconnaître que dans sa coalition, il y a Yair Lapid, qui est le monsieur irresponsable numéro 1, avec ses semi-réformes sur l'économie, sa proposition de TVA zéro, etc. C'est du pur populisme. Et donc nous avons là, avec Yesh Atid, des amateurs dans le gouvernement, des populistes, et il y a un véritable problème avec la coalition actuelle. Et je reviens également sur ce qu'a dit Simon, c'est vrai qu'il y a un éclatement de la carte politique qui est très dangereux, parce que cette instabilité fait que nous n'avons plus un grand parti à droite et un grand parti à gauche pour former des coalitions, mais surtout nous avons des partis populistes d'anciens journalistes, de gens qui ne comprennent rien à la politique, et chacun aujourd'hui veut son propre parti. Et cette instabilité, elle est très dangereuse. Justement, sur les différents partis politiques, Simon, on a l'impression que les débats sonnent un peu creux, qu'il n'y a pas non plus de renouvellement de la classe politique. En 2013, il y avait 49 députés sur 120 qui n'avaient jamais été élus. Il y avait vraiment un renouvellement de la classe politique israélienne. Cette fois-ci, on a l'impression qu'il faut récupérer les anciens à tout prix. Il faut faire entrer Tzipi Livni, il faut faire entrer Shaul Mofaz. Ça rime à quoi? Le but, c'est quoi? C'est de faire un rassemblement des anciens contre Netanyahou? Une partie du renouvellement de 2013 était purement fortuit. Il venait de cette espèce d'ébullition centriste qui fait qu'on essaie de combiner très rapidement des listes. Il n'y a que 2 partis qui pratiquent, dans la douleur, je dois le dire, mais dans la démocratie, qui pratiquent l'élection des députés au suffrage de leurs membres. C'est d'un côté le Parti du Travail, de l'autre côté le Likoud. Les autres partis sont soit des partis de type directorial, comme le parti de Lieberman, ou le parti de Lapid, avec une nomination. Si vous voulez, donc, il y a de tout il y aura de tout dans la nouvelle Knesset. Le vrai problème, c'est que nous devons stabiliser cette vie politique et ce système politique pour que les choix soient clairs. Merci beaucoup, Simon. Reste avec nous. Merci beaucoup, Emmanuel. Tout de suite, un flash information présenté par Elsa Mimoun. On se retrouvera pour parler de l'agression à Créteil avec Elisabeth Lavie, qui sera notre invitée. Reste avec nous. Deuxième partie du Morning Day 24 News. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler à présent de cette agression au caractère antisémite avéré à Créteil, en banlieue parisienne, qui a choqué la France. Hier, le ministre de l'Intérieur a déclaré la lutte contre l'antisémitisme cause nationale. Les explications de Joseph Emmanuel. Une cause nationale. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur a appelé dimanche la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Un discours tenu à Créteil lors d'un rassemblement de plusieurs centaines de personnes en réaction à l'agression antisémite survenue une semaine plus tôt. À travers ces actes de haine, ce n'est pas seulement votre communauté que l'on attaque, c'est la République. Cette haine, je m'engage devant vous résolument à la combattre, avec détermination, avec opiniâtreté, avec persévérance, dans tous les lieux et à chaque instant. Des mots forts en réaction à l'agression à Créteil d'un couple ciblé pour ses origines juives.
3 individus avaient fait irruption dans l'appartement du jeune couple, une séquestration qui se termina par une extorcation d'argent et par le viol de la jeune femme. Une attaque antisémite qui fait suite aux affaires Selam, Halimi, Mera ou plus récemment Neumouche et qui plonge dans la stupéfaction une partie de la communauté juive française. On veut nous rejeter, on veut nous marginaliser, nous ne l'acceptons pas. Certains d'entre nous en tirent des conclusions et commencent à fuir le pays, ce qui est une catastrophe pour la France. L'antisémitisme est un cancer qui ronge la France et si on laisse ce cancer se développer, c'est la France qui perdra toutes ces valeurs de démocratie, d'égalité, de fraternité. Lors des 10 premiers mois de l'année, les actes et menaces antisémites ont augmenté de plus de 100%. Des instructions ont été données au préfet ainsi qu'au procureur de la République pour ne pas laisser ces actes impunis. En 2013, la France devenait le premier pays d'immigration vers Israël, devant les États-Unis et la Russie. La présence de Juifs en France remonte au 1er siècle de l'ère commune. Aujourd'hui, avec près de 500 000 personnes représentant moins d'1% de la population française totale, la communauté juive de France reste tout de même la plus importante d'Europe. Voilà pour ces explications de Joseph Emmanuel Simon Epstein. Bonjour tout d'abord, merci d'être resté avec nous. Donc, je disais, vous êtes historien et politologue. Cause nationale, la lutte contre l'antisémitisme, ça l'était déjà au début des années 2000 sous Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. 15 ans plus tard, ça veut dire quoi que... Non, la rhétorique est la même. Que ce soit la rhétorique des Juifs ou que ce soit la rhétorique des autorités, c'est la même. Les autorités condamnent l'antisémitisme. Ça veut dire quoi, qu'il n'y a pas de remède contre l'antisémitisme ? Nous savons, et ce n'est pas nouveau, qu'il n'y a pas de remède contre l'antisémitisme. Il y a des solutions partielles, des solutions immédiates. La lutte contre l'antisémitisme est vouée à l'échec, par définition. Et ça, nous le savons sur une base historique. Nous le savons aussi sur une base logique. La solution du problème juif n'est pas dans la lutte contre l'antisémitisme. La solution du problème juif est dans le retour des Juifs dans leur pays souverain. C'est clair. Attendez, Simon, vous êtes en train d'expliquer que les Juifs n'ont pas leur place en France. Non, je ne dis pas ça. Je dis les Juifs qu'ils désirent ont le droit de tenter l'aventure diasporique ou de tenter l'aventure communautaire. Ce que je dis en vieux sioniste, et ce que disent beaucoup d'autres, c'est que c'est une tentative qui elle est légitime, on a le droit de l'essayer. Mais qui est vaine. Fondamentalement, du point de vue historique, du point de vue de l'avenir du peuple juif, elle est vaine, oui. Emmanuel, vous êtes d'accord avec ça? Les Juifs de France perdent leur temps en restant en France? Vous avez ici un expert de l'antisémitisme, et je suis d'accord avec lui sur le fait que, historiquement, cela a été prouvé. Vouloir lutter contre l'antisémitisme, c'est véritablement lutter contre les moulins à vent. Les Juifs qui veulent prendre, et c'est la signification du sionisme, leur destin en main, ont la possibilité de le faire aujourd'hui et d'être souverains dans leur propre pays. Il y a également en France aujourd'hui un phénomène qui se répand également en Europe, d'un antisémitisme qui, lui, vient paradoxalement de ces mythes eux-mêmes, de cet antisémitisme islamique qui existe, on ne peut pas le nier non plus. L'antisémitisme islamique, c'est un phénomène qui existe, qui se répand aujourd'hui en Europe, et aujourd'hui la plupart des actes antisémites aujourd'hui en Europe et en France proviennent justement de cet antisémitisme islamique, on ne peut pas le nier. Alors justement par rapport à cet antisémitisme islamique, on a vu cet été des scènes très inquiétantes dans les banlieues françaises ou même au cœur de Paris avec les manifestations contre la guerre à Gaza. On a vu des foules déchaînées qui criaient des slogans antisémites, qui s'en sont pris à une synagogue. Qui en France peut juguler ces foules? Qui en France est-ce que d'abord ces foules sont manipulées avec des leaders? Ou est-ce que c'est spontané? Oui, mais je dirais un mot auparavant. N'oublions jamais que l'appréciation est que 2/3 des incidents antisémites sont provoqués par des jeunes franco-maghrébins sous le drapeau de l'islamisme. Il y a quand même 1/3 des incidents qui viennent de l'extrême droite. Et donc on ne peut pas voir tout venant de l'islamisme, sans oublier qu'il y a aussi un antisémitisme qui continue à se manifester. Alors, par rapport à l'extrême droite, on a vu ce week-end Marine Le Pen, chez nos confrères de BFM TV, tenir un discours qui était très clair sur l'antisémitisme et qui a accusé les restes des partis politiques de ne pas voir l'antisémitisme en face, à savoir ce que vous dites, que 2/3 des actes antisémites viennent du mouvement islamiste et de l'immigration musulmane. Ça pose pas un problème, ça aussi pour la sphère politique française, que seul un parti d'extrême droite
qui est assez... On connaît ce parti d'extrême droite avec ses défauts et ses ambivalences. Ça pose pas un problème que seul ce parti d'extrême droite pointe le problème sans se voiler? Oui, elle pointe le problème, elle ne le fait pas par amitié pour les Juifs ni par amour pour les Juifs. Elle pointe le problème parce qu'elle comprend que c'est un moyen pour elle, d'une part, de se réhabiliter aux yeux de l'opinion en disant qu'elle n'est pas antisémite, et d'autre part, de porter le blâme sur l'extrême gauche et sur l'islamique. Donc, je veux dire, ce sont des amis dont nous pouvons nous passer. Ce que je veux dire et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une extrême droite, et notamment une ultra-droite française, qui, comme dans chaque pays, est antisémite. L'ultra-droite n'a pas renoncé, l'extrême droite n'a pas renoncé à son antisémitisme, qui est très important du point de vue idéologique. Et nous avons aussi une extrême gauche, trotskisante ou communiste, qui, par anti-israélisme poussé jusqu'à l'extrême, devient antisémite et soutient toute cette brutalité, je vais même dire toute cette violence ou cette virulence des milieux islamiques et franco-maghrébins. Nous avons à nous garder sur la droite, nous avons à nous garder sur la gauche, et la solution n'est ni avec les uns contre les autres, ni avec les autres contre les uns. La solution est ailleurs. Emmanuel, je reviens à ma question sur les foules qui étaient déchaînées cet été. Est-ce que quelqu'un manipule ces foules? Est-ce qu'il y a des leaders de ces foules? Est-ce que c'est spontané? Et s'il y a un leader, est-ce qu'à l'inverse, quelqu'un peut juguler ces foules? Comme vous l'avez dit, les scènes qu'on a vues, par exemple, à la rue de la Roquette à Paris. Oui, on a vu effectivement ces manifestations également en place de la République, avec le drapeau du djihad et de Daesh et des roquettes en carton sur la place de la République. Ce n'est pas qu'il y a un individu ou une organisation déterminée qui pousse cela. Il y a une idéologie derrière cela. Lorsque l'on brandit le drapeau de l'État islamique et du Hamas... C'est par ignorance ou c'est par conviction? Écoutez, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a aussi une conviction derrière, on ne peut pas l'ignorer. Il faut cesser avec le politiquement correct. Il y a là un enseignement haineux qui existe, que l'on retrouve chez le Hezbollah, que l'on retrouve sur le Hamas. La charte du Hamas est ouvertement antisémite. Elle accuse les Juifs d'être responsables de toutes les pires catastrophes du XXe siècle, de contrôler la finance mondiale. Il y a là aussi une vision qui voit dans la défaite des Juifs et la fin du peuple juif une victoire, une espèce de rédemption, de victoire de l'islam. On ne peut pas ignorer ce phénomène. Mais je crois que, encore une fois, pour qu'un pays comme la France puisse juguler ce phénomène, on ne peut pas sortir de la tête des gens les idéologies par la force. Mais je crois que la France, au moins, pourrait se montrer ferme lorsque le gouvernement de la République française a annoncé que les manifestations seraient illégales et n'applique pas ces décisions et laisse ces manifestations se tenir. Elle envoie un message que finalement l'état de droit n'existe pas. Et là, il y a un précédent très grave. Simon Epstein, une question. Souvent en Israël, on a souvent accusé Israël, en tout cas à Paris, d'exagérer l'antisémitisme en France, d'en faire les gros titres et de donner un sentiment d'insécurité générale. Est-ce que vous pensez que, de même qu'en France, on exagère peut-être la situation sécuritaire en Israël en faisant peur aux touristes, on fait peur aux Israéliens sur la situation sécuritaire en France? Oui, il y en a qui exagèrent, c'est vrai. Par exemple, en employant une rhétorique absolument dramatique qui nous ramène à la Shoah. Il y en a qui exagèrent, c'est vrai. Mais la situation est grave en soi. Alors, c'est très difficile de trouver les mots qui correspondent exactement à la situation telle qu'elle est, voyez-vous. Et je vous coupe, Simon, parce que nous sommes en ligne avec Elisabeth Lévy. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Pourquoi, en 2014, vous avez signé une tribune dans le Figaro hier intitulée « Le drame de Créteil, la barbarie ordinaire et l'antisémitisme des banlieues ». Pourquoi, en 2014, vous avez encore besoin d'aborder la barbarie ordinaire et l'antisémitisme alors qu'en fait, ces fléaux existaient déjà au début des années 2000 ? Alors le pourquoi, c'est vrai, excusez-moi, mais à moins que vous ayez 12 ou 13 heures devant vous pour le pourquoi, je pense que ça va être un peu difficile de l'expliquer, non on voit bien, si vous voulez, que disons, les tensions françaises augmentent et l'antisémitisme, et notamment cet antisémitisme qu'on dit nouveau, et je dis ça pourrait être drôle si le sujet l'était, d'appeler ça le nouvel antisémitisme, alors que ça fait 10 ans, au moins plus de 12 ans, 14 ans, 15 ans même, que Pierre-André Taguieff et bien d'autres derrière lui l'ont dénoncé, si vous voulez, me paraît être cocasse. C'est ce qui me frappe. Alors le pourquoi, c'est
À mon avis, d'abord, je ne suis pas tellement qualifié, puis c'est trop long. Vous dites aussi dans votre tribune... À la sociologie, à qu'est-ce qui se passe dans notre pays, sur l'islam, sur... Bon. Mais ce qui est sûr, moi, ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est que personne dans le fond, on ne nie pas qu'il y a de l'antisémitisme. Alors, vous dénoncez une prise de conscience tardive ou un manque de moyens de la lutte contre l'antisémitisme? Non, ni manque de moyens, ni prise... Non, ça c'est ridicule. Je dis, on ne nie pas qu'il y a de l'antisémitisme, on ne veut pas voir ce qu'il est. C'est-à-dire, on continue à faire comme si ce qu'on aime en France, si vous voulez, c'est... Il y a des fachos qu'on adore détester. C'est-à-dire le petit blanc, Françouyard, Front National, l'extrême droite, etc. Alors celui-là, quand il est antisémite, on adore le dénoncer, on adore l'analyser. Mais notre problème depuis 15 ans, depuis l'an 2000, c'est un antisémitisme qui est de culture, exclusivement culturellement, arabo-musulman, je dirais. Alors évidemment, je dirais, bien entendu et heureusement... vous dites si le crime avait eu lieu dans une banlieue chic... Tous les musulmans de France ne sont pas antisémites, bien entendu. Mais vous évidemment. Mais aujourd'hui, les antisémites actifs, je dirais, et en particulier les antisémites violents, sont généralement... C'est-à-dire, ça se passe dans les cités, et ce sont généralement des musulmans. Et ça pose un nouveau problème parce qu'on ne veut pas le voir. Parce que, comme par ailleurs, les mêmes musulmans, évidemment, sont aussi victimes de racisme. Et ça nous complique considérablement le paysage. Et donc, qu'ai-je entendu hier? J'ai entendu le Premier ministre Manuel Valls dire à la télévision, à un moment, il a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit « Nous manquons d'indignation ». Et ça m'a fait penser à feu Stéphane Hessel. Et moi, je ne trouve pas qu'on manque d'indignation. Je trouve qu'on est noyé sous l'indignation, en quelque sorte. Elisabeth Lévy, une question importante. Si on est noyé sous l'indignation, que cet antisémitisme dure depuis plus de 15 ans, c'est-à-dire ce type-là d'antisémitisme dure depuis 15 ans. L'indignation n'est pas la réflexion. L'indignation, c'est juste de dire c'est pas bien. Mais si l'indignation existe, si la volonté des pouvoirs publics existe et qu'il y a eu tout de même Ilan Halimi, il y a eu Toulouse, il y a eu Dieudonné, ici mes invités en plateau, Emmanuel Navon et Simon Epstein disent les Juifs de France n'ont finalement pas leur place en France, ils risquent leur vie en restant à terme. Qui a dit les Juifs de France n'ont pas leur place en France ? Mes invités, Emmanuel Navon, en grossissant le trait, et Simon Epstein qui dit les Juifs, la solution à l'antisémitisme, les Juifs doivent être en Israël. Oui, d'accord. Bah écoutez, très bien, mais moi je refuse vraiment ce point de vue. Les Juifs de France ont leur place en France. Le problème, si vous voulez, évidemment, on peut dire que les Juifs sont en première ligne, mais en réalité, ça concerne toute la France, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens en France qui se disent aussi, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ah oui mais quand une jeune fille a été violée à Créteil c'était pas à Créteil, je sais plus dans quelle ville, il y a pas très longtemps, on n'en a pas fait un tel fromage parce que c'était pas des Juifs. Ce que je veux dire c'est que disons que l'antisémitisme, la haine anti-juive est une composante de la haine anti-française aussi, je crois. Et je ne crois pas que les Juifs n'ont pas leur place en France. Ce que je veux dire, c'est que la dénonciation rituelle est rhétorique. Pourquoi je vous dis que l'indignation, c'est absurde? Parce que l'indignation, c'est intransitif, ça fait plaisir à celui qui s'indigne, mais en fait, ça ne fait rien. C'est ce que voulait feu Stéphane Hessel. Il voulait qu'on trouve des sujets d'indignation. D'ailleurs, le seul qu'il aimait, c'était Israël, en fait. De façon. Merci. Et moi, je vois beaucoup d'indignation et très peu de réflexion. C'est-à-dire, il faut maintenant essayer de dire nous avons un problème qui est là, nous ne pouvons plus à l'école laisser faire. C'est pas une question de moyens. Tant que nous accepterons, si vous voulez, que des enfants, que les écoles publiques, par exemple en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres endroits, ne puissent quasiment plus dans les fêtes accueillir d'enfants juifs parce qu'elles ne savent pas assurer leur sécurité, ça me paraît totalement délirant. Merci beaucoup. C'est pas seulement un problème policier, c'est un problème tant qu'on ne nommera pas les choses. C'est-à-dire qu'à force de dire dans le vague, comme ça, oui, c'est pas bien l'antisémitisme. Oui, mais là, nous avons un vrai problème qui est quand même un peu différent. Et il faut absolument, moi je crois qu'il y a des millions de musulmans non antisémites en France et que l'antisémitisme horrifie, eh bien, je crois quand même qu'une partie de la solution, elle tient dans cette majorité silencieuse. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Voilà. Malheureusement, nous devons arrêter. Nous n'avons plus le temps de continuer. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions.
Simon Epstein, en quelques mots, avant qu'on prenne l'antenne pour un flash d'information, vous voulez réagir à ce que dit Elisabeth Lévy sur la place des Juifs en France? Il y a deux débats. Il y a un débat des Juifs en France face à la société française, et c'est ce que Elisabeth Lévy a représenté. Et il y a un débat interne au peuple juif sur l'avenir du peuple juif. Et là, fondamentalement, il y a deux thèses. Il y a ceux qui disent que les Juifs doivent rester en diaspora et essayer de combattre l'antisémitisme. Et il y a la thèse sioniste. Merci beaucoup, Simon Epstein. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, d'avoir été avec nous. Dans un instant, un flash d'information présenté par Elsa Mimoun. On se retrouve ensuite pour la troisième partie du Morning, avec notamment les raids supposés israéliens en Syrie. Reste avec nous. Troisième partie du Morning, bienvenue si vous nous rejoignez. Betsabé, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Cyril Amar nous a rejoint à nouveau pour cette troisième partie. Merci à vous deux d'être avec nous. On va s'intéresser à présent donc à ces raids supposés israéliens en Syrie. C'est vraiment le grand titre de l'actualité. On l'a vu tout à l'heure, Cyril, avec vous dans la revue de presse. La Syrie donc accuse Israël d'avoir mené ces raids. Regardez les explications. On en reparle tout de suite après. L'ennemi israélien a attaqué la Syrie. C'est le message diffusé en boucle sur la télévision officielle syrienne. Israël est accusé d'avoir mené 2 raids dans des régions tenues par le régime en place. Ces frappes auraient visé le secteur de Dimast au nord-ouest de la Syrie et l'aéroport international de Damas. L'armée israélienne n'a pas confirmé cette information, elle n'a pas non plus démenti. Ce ne serait pas la première fois que l'aviation de Tsahal s'attaque au régime de Bachar al-Assad. Depuis le début de l'insurrection syrienne en 2011, plusieurs frappes israéliennes ont visé des positions militaires syriennes. En janvier dernier, dans la ville portuaire de Latakia, des drones de Tsahal avaient bombardé des lance-missiles russes S-300. Un peu plus tard, en mars, c'est cette fois la région de Quneitra, près du Golan, qui a été visée. Le président russe Vladimir Poutine avait fait savoir en septembre que la livraison à la Syrie du système S-300 avait été suspendue. Mais Israël redoute le transfert d'armes de pointe en Syrie qui servirait au Hezbollah libanais. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, en cas de nécessité, Israël est prêt à employer la force. Voilà pour les explications. Nous sommes à présent en ligne avec Ali Ouaked, spécialiste du monde arabe pour i24 News. Bonjour Ali. Bonjour Julien. Qu'est-ce qui a été visé concrètement hier près de Damas? Donc, ceux qui ont été visés, c'est des réserves à l'aéroport international de Damas et dans le secteur d'Imas, pas loin de la capitale. Mais selon le régime syrien et selon des officiers du ministère de l'Information dont on a parlé, il n'y avait pas des armes dans les endroits qui ont été ciblés et que ces attaques israéliennes viennent au lendemain d'une victoire de l'armée syrienne contre les rebelles dans la région de Deir ez-Zor, la région très importante de Deir ez-Zor à l'est de la Syrie, et que ces attaques avaient pour but d'élever le moral des rebelles, ce qui signifie, selon les Syriens, qu'il y a une coordination très étroite entre les rebelles et entre Israël, entre l'armée israélienne et entre les rebelles. Et la télévision syrienne et les médias arabes ont parlé du fait que des dirigeants de l'opposition syrienne ont établi à plusieurs reprises des visites en Israël et que le rapport publié il y a 2 jours par les inspecteurs de l'ONU indique qu'il y a une coordination de plus en plus importante entre Israël et les rebelles. C'est dans ce contexte, selon les Syriens, viennent ces attaques. Ali, Israël, de son côté, pointe souvent une implication iranienne dans la guerre civile en Syrie, notamment accuse Téhéran de faire passer des armes au Hezbollah par la Syrie. Qu'est-ce qu'on sait de l'implication iranienne dans la guerre civile ? Bon, l'implication iranienne, elle est très claire. Si l'implication israélienne, elle est plutôt discrète, l'implication iranienne, elle est très claire. Le Hezbollah, qui est
la branche militaire dans la région de la République islamique est très impliquée, directement impliquée dans la guerre. Il y a des experts des gardes de la révolution, des gardiens de la révolution qui sont sur le terrain. Il y a des volontaires iraniens qui se battent à côté du régime contre l'opposition. Mais Julien, ce qui est intéressant, c'est que selon les Syriens, toutefois, quand la situation témoigne d'un progrès du régime syrien, il y a ces attaques de l'armée israélienne qui viennent pour freiner les progrès de l'armée syrienne. La question, c'est est-ce qu'on verra une riposte de la part de Hezbollah? J'imagine pas que les Syriens vont se dépêcher pour riposter. La question, c'est est-ce qu'il y aura une riposte de la part du Hezbollah, comme on l'a vu dans les frontières entre Israël et le Liban il y a quelques semaines, ou à la frontière israélo-syrienne. Merci beaucoup, Ali Wacked, pour ces explications. Et je me tourne vers vous, Cyril. On entend Ali faire mention de liens entre Israël et les rebelles syriens, et vous allez justement nous parler de ça parce que vous avez des rapports de l'ONU qui corroborent ces propos. Voilà, Julien, depuis 2013, on sait que la frontière israélo-syrienne s'ouvre de temps à autre pour accueillir des blessés syriens. Ce qu'on savait moins, en revanche, c'est qu'il existerait, en masse exactement, c'est qu'on estime à 600 le nombre de blessés syriens soignés dans les hôpitaux israéliens du nord d'Israël. Ce qu'on savait moins, c'est que l'armée israélienne et les groupes rebelles entretiendraient, j'utilise le conditionnel, une relation suivie des contacts réguliers. C'est en tout cas ce que font apparaître de récents rapports rédigés par les observateurs de l'ONU sur le plateau du Golan, les membres de cette fameuse FNUOD. FNUOD, c'est cette force du maintien de la paix sur le plateau du Golan, et des documents, des rapports qui ont été rendus publics hier par le quotidien israélien de gauche, Haaretz, parle sous la plume de son correspondant diplomatique Barak Ravid. Alors, ce sont des documents qui ont été remis le 3 décembre dernier par la FNUOD aux 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui révèlent l'étendue et la nature de cette coopération entre donc armée israélienne et groupes rebelles syriens. Vous parlez un instant de ces casques bleus qui sont disposés à la frontière. Quel est leur rôle concrètement ? Alors il s'agit de la FNUOD, c'est la force des Nations Unies d'observation du désengagement qui est censée contrôler l'application du cessez-le-feu signé entre Israël et la Syrie au lendemain de la guerre du Kippour. C'est une frontière qui est relativement calme depuis 40 ans, mais qui, depuis que se sont ouvertes les hostilités en Syrie entre le régime et les groupes rebelles, des combats s'étendent jusqu'à la frontière. Alors jusqu'en 2013, ces rapports-là, Julien, ils étaient pour le moins monotones, voire même soporifiques. Sauf que à partir du mois de mars 2013, les observateurs de l'ONU ont constaté des mouvements qui leur ont semblé étranges. Et en voici d'ailleurs quelques exemples. Ce sont des rapports qui sont faits sur des rapports trimestriels, donc qui ont été rendus publics depuis décembre 2013. Alors le premier, justement, a été rédigé en décembre 2013. Entre le 9 et le 19 novembre, écrivent les observateurs, au moins 10 blessés auraient été transportés côté israélien par des miliciens de l'opposition syrienne. Notre exemple, c'était un peu un événement, c'était un événement local que des blessés syriens. Ça, pour l'instant, c'est syrien. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même le nombre de blessés syriens sur une période aussi courte. En 3 mois à peine, 10 blessés syriens, c'est quand même beaucoup, alors qu'on sait que les autorités israéliennes restent relativement discrètes sur ces soins. Mars 2014, des rencontres entre des soldats de Tsahal et des miliciens syriens près du point d'observation 85. C'est un point d'observation des Nations Unies qui, entre-temps, soit dit en passant, a été évacué et qui se situe à 2 km du kibbutz Ramat Maksimim. C'est tout près donc de la frontière israélo-syrienne. Autre rapport, il date de juin 2014. Et il fait état de contacts réguliers entre soldats israéliens et rebelles le long de la frontière. Pas moins, Julien, de 59 rencontres ont eu lieu de mars à mai, toujours selon ces observateurs. Et là, transfert de matériel également, puisque les observateurs de l'ONU font état de 2 colis qui seraient remis par des soldats, des officiers israéliens, aux mains tous les 2 jours, aux mains des rebelles, exactement. Et puis, autre rapport, il date de septembre 2014. De juin à août, des contacts intenses. 47 blessés sont transportés en Israël et 43 blessés rentrent en Syrie après donc avoir reçu des soins dans les hôpitaux israéliens. Enfin, dernier rapport, il date de décembre 2014. Le 27 octobre, nous disent les observateurs de l'ONU, des rencontres entre soldats israéliens et miliciens de l'opposition à 3 km du village Yonatan. Cette fois-ci, les soldats israéliens ouvrent la clôture, non pas à des blessés syriens, mais à 2 personnes qui, visiblement, selon les observateurs, n'étaient pas blessés. Ils étaient en pleine
pleine forme. En revanche, les blessés, eux, on l'a dit au début de votre chronique, les blessés, eux, continuent d'affluer dans les hôpitaux israéliens, de Safed, de Haïfa, de Nahariya, etc. Exactement, on estime à 600, comme je disais tout à l'heure, le nombre de blessés du conflit syrien soignés dans les hôpitaux israéliens, comme Mohamed, c'est un soldat de l'armée syrienne libre qui s'est confié aux équipes de l'émission Reportage sur notre antenne. Je vous propose de regarder un extrait du document. On regarde. L'hôpital de Ziv n'accueille pas seulement des enfants et des victimes civiles. Un service spécial prend en charge un autre type de blessés, les combattants, quel que soit le camp pour lequel ils se battent. La police militaire israélienne sécurise ce service et nous n'avons pu rencontrer Mohamed, un soldat de l'armée syrienne libre, que pendant ses soins. Son arrivée en Israël n'a pas été facile pour lui. Bien sûr que j'avais peur de venir ici. Le régime nous dit constamment que les Israéliens sont nos ennemis et des trucs comme ça. Après 2 mois de soins, Mohamed va bientôt rentrer en Syrie avec une prothèse et un état d'esprit complètement différent, comme beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ce qu'on voit est différent. Les types de soins, l'humanité, tout ça, c'est ce qu'on a vu en Israël. Oui, j'ai changé d'avis. Voilà pour l'extrait de ce reportage qui s'appelle « Aux mains de l'ennemi » que vous pourrez revoir sur la rubrique replay de notre émission. Reportage présenté tous les lundis soirs par Stéphane Calvo. Bethsabée, je me tourne vers vous. Rebonjour, merci beaucoup d'être avec nous avec votre rubrique des 5 clics. Et on commence évidemment par ces raids en Syrie. Oui, tout à fait. Alors vous avez 2 formules au choix dans les médias. Israël lance 2 raids contre la Syrie, ou bien la Syrie accuse Israël de l'avoir bombardé. Alors comme la BBC qui prend des pincettes citant l'armée syrienne, qui t'a précisé dans l'article que l'armée israélienne a frappé la Syrie à plusieurs reprises depuis 2011, en général pour empêcher que des armes ne soient livrées au Hezbollah, je cite. En Italie, vous avez la Stampa qui évoque justement des sources étrangères citées par le Jerusalem Post, selon lesquelles les objectifs justement cette fois de ces raids étaient encore une fois des missiles russes destinés donc au groupe libanais. Alors difficile d'affirmer à la place d'Israël que l'État hébreu est responsable des frappes, d'autant que l'État hébreu lui-même reste généralement muet après ces raids, évidemment, comme le précise le Figaro, Israël et la Syrie étant autant plus en guerre. Le Figaro, pour qui l'inquiétude n'est pas que le Hezbollah, non, Israël s'inquiète de la progression des djihadistes du front Al-Nosra, bien sûr, qui ont atteint sa frontière. Il y a un instant. QFD. On change totalement de sujet, on va mettre de côté les raids en Syrie pour parler d'Afrique et du virus Ebola à nouveau. Ebola, tout à fait. Le New York Times dénonce une mauvaise planification qui saperait les efforts de lutte contre ce virus, comme dans ce nouveau centre de traitement en Sierra Leone. C'est à une demi-heure de voiture de la capitale, un centre de Kerry Town qui semble avoir tout ce qu'il faut dans la structure, dans le matériel, sauf qu'il y a un manque flagrant de personnel. Du coup, 60 des 80 lits ne sont pas utilisés. En cause notamment la mauvaise administration du gouvernement, sans compter la corruption rampante, le manque de coordination entre les services d'aide et des vies en paie le prix évidemment. Mais alors une bonne nouvelle toujours sur l'Ebola, toujours en Sierra Leone, l'Ebola ferait reculer la pratique de l'excision. Quel est le lien de causalité? Alors RFI nous explique que les Sowais, c'est ces femmes, ces matrones qui pratiquent l'excision, craignent de plus en plus d'être contaminées, voire de contaminer les jeunes filles. Et pour rappel, en Sierra Leone, près de 90% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées. Bien, on passe à la France à présent avec une interview qui était très attendue hier chez nos confrères de TF1, l'interview du Premier ministre Manuel Valls. D'autant que ça se passait sur France 2. Ouais, service public. Alors, effectivement, c'était très attendu par les médias. Alors, pourquoi d'abord Manuel Valls s'est-il exprimé? Alors, quelques éléments de réponse avec le Huffington Post. Hier, il doit préparer le public à une loi très attendue, censée favoriser la croissance. C'est la loi Macron. Et puis, il a été éclipsé par le président il y a quelques semaines, puisque lui aussi, il était pour
le coup aller sur TF1 et il avait attiré les médias sur lui. Alors hier, c'est une opération Reconquête, un titre Le Monde qui a été lancé par Manuel Valls. Le journal souligne que la gauche d'ailleurs du PS rêve de voir quitter Matignon après la défaite quasi annoncée des socialistes aux élections départementales de mars 2015. Mais pas question pour Valls de se laisser isoler dans cet enfer de Matignon alors que les résultats économiques promis ne sont toujours pas là. Alors il joue sur cette carte médiatique. Alors est-ce que ça marche ? 20 minutes n'est pas convaincu, l'intervention divise, nous dit le journal, et l'UMP en première ligne, rien de nouveau, entend-on, ou encore il a peur de montrer son autorité, son courage. Côté PS, on entend parler de volonté impressionnante, attention, et dévouement chacun dans son rôle. Incontestable. Chacun dans son rôle. Bon, on reste en France pour un sujet plus léger cette fois, une élection qui en général assez suivie en France, Miss France. Voilà, Miss France, tout à fait. Alors, l'heureuse gagnante, je suis sûre que vous le savez quand même, Julien, mais on va le rappeler à nos téléspectateurs. Je vais demander de me le rappeler. Oui. C'est une ch'ti, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais. Mais l'info, ça n'est pas ça, Julien. L'info, c'est que maillot de bain et diplôme sont compatibles, messieurs. Et comment ? En effet, les Miss seraient de plus en plus diplômées. Dernier exemple en date, Camille Serre, donc l'heureuse élue de ce week-end, est étudiante en 2e année dans une école de commerce Alors, elle n'est à pas encore Lille. diplômée. Effectivement, mais alors en matière d'études, apparemment, elles auraient de plus en plus de masters, ces Miss, en matière notamment de commerce, marketing et de santé. C'est ça qui aurait la cote, sans compter que depuis quelques années, eh bien, elles passent aussi un test de culture générale, ces Miss. Bref, Miss France est sans doute plus diplômée que vous, titre Slate, se débarrassant ainsi de son image de gagnante à un concours de potiche. Bon, elle est qu'en 2e année, nous avons tous fini ici. En quelques secondes pour terminer, on se quitte avec les habitudes alimentaires des tyrans. Des tyrans, voilà. Alors c'est le Guardian qui suggère un lien entre l'alimentation névrotique et la mégalomanie des tyrans du XXe siècle. Alors quelques exemples, eh bien, vous avez les Quality Street Bounty et autres mini-Mars de Saddam Hussein, les banquets de Tito, Mobutu, Staline jusqu'à 5h du matin. Et du coup, Tito s'est même retrouvé à vomir dans sa veste un soir. Kadhafi se lâchait lui sur le lait de chamel, apparemment à cause de ses flatulences, dit-on. Merci beaucoup, Betsabe, pour ces explications. Merci Cyril Amar pour votre chronique sur la Syrie. On va se retrouver dans quelques instants pour parler du Hezbollah avec un magazine pour enfants qui fait l'apologie du terrorisme. Quatrième et dernière partie du Morning. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour, si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Myriam Aman. Bonjour. Bonjour Julien. Et de Rudy Saada. Bonjour Julien. Bonjour, et on commence avec vous avec la revue du web quotidienne. Aujourd'hui, un réseau, des réseaux sociaux, je cherchais l'expression, dominé par la manifestation à Créteil contre l'antisémitisme. Oui, alors déjà pour une des premières fois, on va revenir un petit peu sur les réactions sur Internet hier suite à la manifestation. Alors déjà, pour la première fois, le CRIF a utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser autour de cette manifestation contre l'antisémitisme avec la diffusion d'une image qu'on va voir que le CRIF souhaitait faire partager sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un appel, on ne le voit pas, mais c'était un appel à diffuser sur les réseaux sociaux pour la manifestation. Alors justement, peu de réactions sur les réseaux sociaux, quelques tweets, quelques live tweets, des déclarations, et on les trouve, les déclarations surtout du côté de la classe politique. Alors on va voir Christian Estrosi qui par exemple dit que le temps n'est plus aux paroles mais aux... Cécile Duflot. Alors là c'est Cécile Duflot. Alors Cécile Duflot, elle parle d'être tout cœur et de détermination avec celles et ceux qui se rassemblent à Créteil contre l'intolérable poison de l'antisémitisme. Christian Estrosi, lui, avait fait un lien entre les critiques faites à Israël et l'antisémitisme dans un tweet, et puis plus lyrique, ce tweet du grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui rêve que le rêve de la France est de former une communauté nationale de respect et de diversité et dans l'appartenance religieuse de chacun. À noter que sous les articles qui faisaient référence à l'agression de Créteil et à la montée de l'antisémitisme en France, on trouvait sur tous les grands sites français bien certains commentaires
antisémites. Des grands classiques. Voilà, mais ce qui prouve quand même que même si les articles dénonçaient l'antisémitisme assez clairement et cette manifestation aussi, eh bien sous les articles dans les commentaires qui, je le rappelle, sont eux-mêmes modérés, eh bien il y avait énormément de réactions antisémites, ce qui prouve le chemin qui est à faire. Alors voilà, ce qui conforte la tweetos Anne de France dans l'idée que le ministre Bernard Cazeneuve est venu à Créteil tout simplement jouer du pipeau. Et vous disiez que le CRIF a voulu mobiliser via les réseaux sociaux, moyennement réussi vu le nombre de personnes qui se sont déplacées, vu qu'on parle à peine de 300 personnes, je crois. Oui, c'est quelques centaines. Alors même si certains tweetos sur place parlaient d'un grand succès, c'est-à-dire que ça a été live tweeté, on voyait la foule pendant la manifestation, mais après c'est vrai qu'il s'avère qu'il n'y a eu que il y a eu les personnalités, mais pas les anonymes. Bon, on va rester en France avec une polémique qui a un peu secoué les milieux chrétiens ce week-end, avec l'interdiction de la crèche de Noël dans certains milieux. Oui, alors tout part de l'interdiction faite par le tribunal administratif de Nantes, l'interdiction d'installer dans les locaux du Conseil général de Vendée une crèche de la Nativité. C'était la tradition et le tribunal qui a été alerté par une association laïque a jugé que cette crèche était, je cite, un emblème religieux incompatible avec le principe de neutralité du service public. Alors cette interdiction a littéralement enflammé le web chrétien. On a vu se développer ce week-end le hashtag touche pas à ma crèche, repris par de nombreux chrétiens, mais aussi par certains beaucoup plus à droite et beaucoup plus nationaliste. Alors une page Facebook a été créée, elle est à près de 10 000 likes ce matin, et donc on voit voilà, certains sur internet avec ce hashtag touche pas à ma crèche. Là, cette photo est tweetée, mais elle vient de la page Facebook de touche pas à ma crèche. Certains parlent d'un 2 poids 2 mesures en mettant en parallèle la fête qui a été donnée à la mairie de Paris pour l'ouverture du Ramadan et l'interdiction de cette crèche de Noël. Et puis là, on voit certains députés UMP très à droite comme Éric Ciotti qui récupère ce mouvement touche pas à ma crèche en posant fièrement près des crèches dans sa région avec le hashtag touche pas à ma crèche. Et puis le dernier mot revient à Anne qui va non, on ne l'a pas cette image, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a une image d'un santon de François Hollande en disant que finalement ça serait bête de se priver d'un santon de François Hollande. À propos de François Hollande, on est obligé de parler de la photo du week-end. Sachez que le Idiot Aharonot a titré l'Élysée est en panique, François Hollande ressemble à Borat. Sur son site internet. En tout cas, l'Élysée n'est pas content du tout. François Hollande était donc en visite, on l'a dit, au Kazakhstan. Voilà, il a reçu en guise de cadeau de bienvenue cet habit traditionnel kazakh, très très haut de gamme, donc une toque et une pelisse en fourrure. Donc la photo, elle a été prise, on l'a dit, par le photographe officiel du président qui, durant l'entretien privé, a pris donc ce cliché qui s'est retrouvé sur le compte Instagram du service de presse kazakh. L'Élysée était furieux et évidemment tout le week-end, les détournements, comme vous le voyez, se sont enchaînés sur le web. Mais cette tradition de porter l'habit de ses hôtes n'est pas du tout une nouveauté. Regardez, François Mitterrand, c'était au Bénin en 1983. C'est 20 minutes qui ressort ces images. Je crois qu'on a aussi Jacques Chirac qui, en 86 à Tahiti, à son arrivée à l'aéroport, a eu droit à cette toque. Et puis on a pour terminer le duo Poutine-Bush qui était en habit traditionnel mexicain. Comme quoi, ça fait aussi partie du métier. Et voilà, donc on va dire que c'est du Hollande bashing. Oui, c'est du Hollande bashing. C'est du Hollande bashing. En tout cas, ça a fait rire visiblement jusqu'en Israël, puisque je vous le disais, le Yediot estimait que l'Élysée était en panique avec un président qui ressemblait à Borat. On va parler culture à présent. Avant de vous donner la parole, Myri, on va parler d'un acheteur anglais. Pour qu'un jeune artiste soit connu, il faut qu'il soit vu, et c'est ce qu'a fait un homme. Regardez ce reportage. Tout de suite, plus de détails avec David Gombin et Pazit Dank. L'idée est simple, nous avons en Israël des musiciens fantastiques, mais ils n'ont pas assez de scènes où se produire car nous sommes un petit pays. Programmateurs, directeurs artistiques, producteurs, ils sont une quarantaine qui viennent des 4 coins du globe. Le japonais Makoto Miyanogawa, le tchèque Martin Koza ou encore le kényan Aaron Kimatirimbui. Ils représentent la crème des festivals musicaux mondiaux. Parmi eux, un anglais, Ben Mendelssohn, une personnalité respectée dans ce petit milieu.
Il compte aussi parmi ce petit groupe de professionnels qui en 1987 a inventé le terme de world music. Chaque année, il organise le WOMEX, le plus important salon professionnel de world music. En Israël, il vient faire ses courses en quelque sorte. Son objectif, découvrir la future pépite qui va faire les plus belles heures des festivals européens. La pépite, c'est peut-être lui, le pianiste israélien Gadi Stern avec son groupe Shalosh. Il est un peu impressionné de passer ce que l'on pourrait qualifier de casting pour un concert à l'international. D'après ce que j'ai lu de lui, c'est une personne importante, pas seulement dans l'industrie musicale, mais il possède aussi cette aura d'une personne qui a roulé sa bosse et qui a fait pas mal de choses. Devant une telle variété d'artistes, Ben Mendelsohn doit faire des choix. Il y a toute une série de critères que l'on recherche. Par exemple, une attitude pro, un côté artistique original, de la créativité, quelque chose ayant de l'esprit. Je ne veux pas utiliser constamment mon intellect, mais plutôt mon sentiment. Quel nom aura-t-il retenu sur son ticket de caisse à la fin de son marché? Après 4 journées intensives en Plette, a-t-il d'ores et déjà sélectionné des groupes pour le WOMEX 2015 qui se tiendra à Budapest? Cela, nous ne le saurons pas. Éthique professionnelle oblige. Israël est un tout petit pays, sa scène culturelle est secouée par les guerres, affaiblie par les conflits, ébranlée par le boycott. Depuis 4 ans, organiser un tel événement et inviter des personnalités du monde entier est donc ici plus qu'un challenge, c'est une preuve de vitalité. Je pense que ce n'est pas seulement sa présence, je pense que lorsque les gens apprennent qu'il est là, ça donne une certification de sérieux de plus à ce projet-là. Avec sa mosaïque de styles différents, la musique Made in Israel se porte décidément bien. Un jugement validé au fut des invités se bousculant aux portes. Ben Mendelsohn le premier. Voilà pour ce reportage culture. Alors je ne sais pas si ce dont on va parler maintenant peut vraiment être considéré comme de la culture parce qu'il s'agit bien d'un magazine, mais du magazine du Hezbollah, la milice chiite terroriste au Liban. On est avec vous, Miri, pour en parler. Là, il n'y a pas de faits, pas de chevaliers, mais des martyrs. Oui, puisque c'est un magazine qui s'adresse aux enfants, Julien, c'est important Donc, de là, vous le faites le lien préciser. entre enfants et martyrs. Eh bien, justement, c'est au lieu de fées et de princesses, c'est des histoires de martyrs, de jeunes combattants qui vont combattre l'ennemi sioniste. Et dans l'une des histoires, pour illustrer un petit peu mon propos, c'est donc sous forme de bande dessinée, puisque ça s'adresse aux enfants. D'ailleurs, des dessins assez enfantins. Amer, c'est le nom du héros, confié à sa mère qui va, il va partir faire une opération martyr, une opération suicide. Et effectivement, dans cette histoire... Martyr engendrant forcément sa mort. Voilà, et donc il va se faire exploser et il tue et il blesse 25 Israéliens. Voilà pour la petite histoire. Alors il faut savoir que ce magazine est tiré à 30 000 exemplaires et que 26 000 sont distribués par les écoles aux élèves, donc au Liban par le Hezbollah, c'est important de le préciser. Et alors Al-Mahdi, pourquoi? Parce que c'est le dernier des 12 imams vénérés par les chiites. Alors il y a, on l'a dit, à l'intérieur des petites histoires, mais il y a aussi des jeux, des puzzles, des jeux de loi. Vous savez, les jeux où il faut éviter, d'habitude, il faut arriver d'un point A à un point B. Voilà, et ben là, il faut arriver à la bombe, il faut arriver à l'arme. Voilà, on le voit à l'écran. Et donc l'objectif pour le Hezbollah, c'est en tout cas ce qu'il explique, c'est d'inculquer aux enfants les valeurs de la résistance à l'ennemi israélien. On écoute. Nous avons décidé d'inculquer aux enfants les valeurs de la résistance, parce que notre société a toujours été agressée par Israël. Nous les incitons aussi à aimer leur pays, nous leur enseignons la nécessité d'offrir des sacrifices pour servir le pays. En ayant recours à ces idées, nous développons les valeurs de la résistance, à l'instar d'autres valeurs. Après la parution d'un numéro spécial intitulé « La résistance », certains médias ont commencé à dire que nous élevons les enfants à la violence. C'est inacceptable. Ils disent que notre revue exerce une propagande, mais en fait, c'est eux qui ont recours à la propagande. Bon, très bien. Donc pour l'éducation aux enfants passe par la passion de la mort. C'est assez courant
que les enfants soient au cœur de la propagande anti-israélienne dans le monde arabe, anti-juive également d'ailleurs. Oui, anti-juif, on le sait, le juif est détesté jusque dans les manuels scolaires, jusque dans les bancs de l'école. On l'a vu que 26 000 de ces exemplaires sont distribués aux élèves dans les écoles. On apprend très tôt aux enfants à détester le juif, en tout cas le sioniste. Il y a eu par exemple au début des années 2000 cette émission de la télévision du Hamas à Gaza où les personnages déguisés en abeilles ou en ours apprennent aux enfants à détester les juifs, à dire que le juif est l'ennemi et qu'il faut le détruire. Sur cette même chaîne du Hamas, les scénaristes utilisent même le personnage de Mickey. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait justement de Mickey Mouse utilisé par le Hamas à la télévision. احنا بدنا تقولنا اليهود احنا بدنا ندافع عن الاقصى بارواحنا وبدمائنا ولا لا يا سنابل لا تتفق Excusez-moi, je suis un peu... Oui, donc il dit à la fin, vraiment à la fin, ça dure une fraction de seconde, il dit quand même, je vais donc devenir un martyr, je vais commettre un attentat suicide. C'est un petit enfant qui est au téléphone, puisqu'ils prennent régulièrement des enfants au téléphone pour répondre à leurs questions, leur poser des questions sur la vie de tous les jours. Donc ça, c'était le Hamas, mais c'est pas un cas exceptionnel dans le monde arabe, puisque par exemple, pendant le Ramadan, on se souvient tous de cette série, d'ailleurs Rudy, vous avez dû le voir aussi sur Internet à ce moment-là, pendant le Ramadan, les Juifs sont systématiquement visés dans les séries, notamment dans des pays comme l'Égypte, qui sont amis d'Israël. Oui, et récemment, avant de revenir justement sur Ramadan, vous savez, en ce moment, le monde arabe et le monde arabo-musulman est en guerre contre l'État islamique, ça on le sait. Eh bien, sachez qu'en Irak, il y a un feuilleton qui fait polémique pour l'instant, et en fait, il s'agit d'une propagande contre l'État islamique. On va voir les images dans un instant, et dans l'un des épisodes, Satan rencontre une femme juive, se marie avec cette femme, naît un enfant, et donc dans les images on voit un œuf qui s'ouvre et un djihadiste qui en sort. Le djihadiste, c'est en fait l'État islamique. Voilà, donc en fait l'État islamique est né de l'union de Satan et d'une juive. Voilà, en gros, ça c'est le message. Donc en soi, la propagande n'est pas mauvaise puisqu'on appelle à lutter contre l'État islamique, mais voilà, l'origine de l'État islamique là est... Vous voulez qu'on voit l'extrait peut-être? Qu'on regarde l'extrait? Si on l'a. Si on l'a, on peut le mettre. Si on a l'extrait, on le regarde. اصلا نحن في عندنا مهمه للقياده ولازم ننفذها بسرعه. ايه شو هي؟ اسمع بدنا دم طفل مسيحي قبل الفصح مشان الفطير. L'extrait qu'on vient de voir, c'était l'extrait donc, sur les séries pendant le Ramadan dans les pays arabes auxquels je faisais mention tout à l'heure. Oui, c'est Al-Shaat, ça veut dire la diaspora. Vous l'avez vu, ce qui dit le rabbin, c'est le rabbin d'une congrégation juive, il dit on a besoin de sang pour faire nos matzot. Voilà, donc ça c'est dans le principe. Et donc Al-Shaat a été diffusé une première fois en 2003 et puis plusieurs fois régulièrement au moment du Ramadan. Tout y passe, donc c'est le protocole des sages de Sion. Ce pamphlet antisémite qui est utilisé comme vecteur pour les scénaristes. Il y a donc le sang d'un enfant chrétien pour préparer les matzot, mais il y a aussi également le fait que les juifs dominent le monde et qui en coulisses, c'est eux qui tirent les ficelles. Donc tout ça dans cette série-là et puis dans d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres. Ça, c'est vraiment celle qui a créé énormément de remous à l'époque. Ces séries sont accessibles en France ? Écoutez, avec la parabole et les bouquets numériques, oui, en fait, on peut les voir un petit peu partout dans le monde, et notamment dans les bouquets numériques français. Sur Internet, c'est très facile d'y accéder, et d'ailleurs, il y a des sous-titres en anglais, en français, enfin, dans toutes les langues. Il y a moyen de les avoir un petit peu partout. Et puis, il faut rappeler, il ne faut pas aller si loin, il n'y a pas que la télé, vous savez. Vous savez, il y a les caricatures antisémites qui circulent beaucoup, et qui ont circulé dernièrement, notamment avec bordure protectrice. Sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Internet. Merci beaucoup, Myriam, merci beaucoup, Rudy Saada, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce morning et de ces 2 heures d'information et de débat. Restez sur notre antenne. Dans un instant, un flash d'information présenté par Elsa Mimoun. Passez une excellente journée sur notre antenne.